Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier, une FAQ spéciale astro. Vous avez été nombreux et nombreuses à jouer le jeu et vraiment, je vous remercie chaleureusement, ça m'a fait super plaisir, que ce soit directement sur YouTube, en DM Insta, mais aussi j'ai reçu quelques mails. Vraiment, merci pour ça, ça m'a fait très très plaisir de voir votre implication finalement, vraiment un grand merci. Donc, concernant les questions que j'ai reçues, certaines étaient très techniques, parfois plutôt symboliques, et j'ai eu envie d'y répondre évidemment en profondeur. Il y en avait tellement que j'ai décidé de diviser cet épisode en au moins deux parties pour ne pas tout noyer ni servir un pavé absolument indigeste. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour cette première partie. On va parler de maisons vides, de nouvelles lunes prénatales, d'astrocartographie, de systèmes de domification, bref, de questions très concrètes qu'on se pose souvent quand on commence à plonger plus sérieusement dans l'analyse astrologique. J'espère sincèrement que mes réponses t'aideront à y voir plus clair, à affiner ta pratique ou simplement à nourrir ta curiosité. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, vraiment n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Vous êtes assez nombreux toutes les semaines à regarder mes vidéos sans être abonnés et c'est vraiment, vraiment dommage. Sachez que c'est un petit geste pour vous, mais que ça fait beaucoup, beaucoup pour moi hein, et pour la chaîne. Donc vraiment, n'hésite pas. Et puis à lâcher un petit like si le cœur t'en dit. Ça, pour le coup, c'est plus pour mon petit cœur que pour l'algorithme. Ça me fait vraiment très plaisir. Installe-toi confortablement et c'est parti pour la première FAQ de la chaîne. Avant de commencer, juste une petite précision. Je ne vais pas afficher à l'écran des messages ou pseudos des personnes qui m'ont envoyé ces questions. D'abord par souci de confidentialité, mais aussi parce que certains m'ont écrit simplement en privé, que ce soit par mail ou en message direct sur Instagram. Aussi, j'ai préféré regrouper les questions qui revenaient le plus souvent et en faire quelque part des sections cohérentes et anonymes. C'est parti. Première question, que représentent les maisons vides et faut-il s'inquiéter? Alors déjà, première chose, il ne faut absolument s'inquiéter de rien en astrologie, réellement. Ensuite, c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. J'y avais déjà accordé du temps avec une astrocapsule, mais bon, c'est vrai que c'est au tout début de la chaîne et il me semble qu'elle a eu très très peu de vues, c'est dommage. Donc première chose, nous, on ne s'inquiète jamais. Deuxième chose, une maison vide, ce n'est pas une maison sans importance. C'est simplement une maison qui ne contient pas de planète, voilà. Mais elle reste très active, symboliquement très parlante et parfois même centrale dans le vécu de la personne. Il ne faut surtout pas croire qu'une maison sans planète est une case vide, un sujet sans impact. Ce serait terrible. Ce serait passer à côté de toute une dimension du thème finalement. Chaque maison représente une zone d'expérience de la vie, qu'elle soit habitée ou non. Ce qui change, c'est seulement la manière dont cette maison va s'exprimer. Elle ne passe pas par une planète placée dedans, mais par les maîtres des signes qu'elle traverse. Donc, l'analyse ici repose sur plusieurs éléments. Déjà, le maître du signe de la cuspide en priorité, puis les éventuels autres maîtres si la maison couvre plusieurs signes. Et enfin, les maîtres traditionnels associés à la maison elle-même. Par exemple, Jupiter et Neptune pour la maison 12, Mars pour la maison 1, Vénus pour la maison 2, etc., etc. Ce sont donc leurs placements, leurs aspects, donc leurs interactions dans le thème qui racontent comment cette maison vide fonctionne concrètement. Ce sont ces maîtres qui prennent la parole à sa place quelque part, qui deviennent les porte-étendards de la maison ailleurs dans le thème. D'ailleurs, si tu me suis un peu, en tout cas si tu suis mon travail, tu sais que je suis actuellement en train de créer des formations qui sortiront en septembre. Et la première de mes formations s'appelle la clé d'interprétation. Et dans cette formation, une partie entière est consacrée à l'interprétation des maisons vides. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est quelque chose de très important dans un thème, parce que évidemment que tu vas même avoir plusieurs maisons vides dans ton thème. Alors ça veut dire quoi? Il te manquerait des neurones à certains endroits. Je trouve ça terrible. J'ai déjà moi-même fait analyser mon thème de naissance par beaucoup de confrères et consoeurs. Et à chaque fois que je suis tombée sur un astrologue qui survolait littéralement mes maisons vides, à mes yeux, il perdait toute crédibilité. Voilà, c'est dit. Parce que c'est pas possible de voir ça de cette manière. Un thème astral est un tout.
Et il est absolument dommage d'amputer ce tout d'une partie juste parce qu'il peut être un peu plus difficile à analyser. Les maisons vides, ce ne sont pas des angles morts du thème. C'est ça surtout que j'aimerais que tu retiennes. Ce sont des zones symboliques qu'il faut apprendre à lire autrement. Ça demande un peu plus de technique finalement astrologique. Question suivante. Alors, Placidus, maison égale, thème sidéral, tout ça, tout ça. En réalité, c'est une question qui revient vraiment souvent, à savoir quelle méthode choisir pour lire un thème astral. C'est une question qui revient même sous mes vidéos YouTube de manière générale, hein. Alors, je vais te partager ici ma réponse en toute transparence, en toute honnêteté, et selon évidemment ma pratique. Personnellement, j'utilise l'astrologie occidentale traditionnelle, avec le zodiaque tropical et le système de maison Placidus. J'utilise autant les maîtres traditionnels que les maîtres modernes, parce que je trouve qu'ils se complètent vraiment et enrichissent l'interprétation. Vous avez été nombreux à dire que vous aviez testé plusieurs systèmes et que vous vous reconnaissiez dans tous. Et c'est vrai que ça peut arriver, surtout quand on lit un thème de façon globale ou qu'on reste assez en surface. C'est un peu le fameux effet Barnum, quoi. On se retrouve un peu partout et du coup, on ne sait plus quoi choisir. Dans ma pratique, plus on creuse en profondeur, en regardant les aspects sont d'une importance hors norme dans l'analyse d'un thème astral. Il faut vraiment avoir conscience de cela. Et donc, quelque part, plus on analyse tout ça en profondeur, plus une cohérence se dégage. Et cette cohérence ne peut pas apparaître dans tous les systèmes à la fois. C'est pas possible. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne travaille pas avec le système des maisons entières, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est le système des maisons entières? Quand on parle de maison entière, ça veut dire qu'on considère que chaque maison astrologique commence au degré 0 du signe astrologique en question. Par exemple, si ton ascendant est au 23e degré du bélier, eh bien la maison 1 va commencer au degré 0 du bélier et se terminer au 30e degré du bélier. Puis la maison 2 commencera au degré 0 du taureau, et ainsi de suite. Ce système efface les interceptions et aligne les maisons directement sur les signes, ce qui simplifie la lecture, alors ça c'est clair. Mais pour moi, ça enlève beaucoup de nuances beaucoup trop importantes. Il efface complètement les interceptions. Il efface complètement la maison 10 qui s'arrête au 29e degré critique et qui a une interprétation symbolique importante. Aussi, pour moi, les signes interceptés sont des points de lecture absolument essentiels, surtout, vraiment surtout en astrologie karmique. Selon moi, de ma fenêtre, et ce n'est que mon avis, on ne peut pas faire de l'astrologie karmique avec des maisons entières, c'est pas possible. Tu passes à côté de beaucoup trop d'informations. Enfin, franchement, c'est dommage. Sans interception, on perd aussi une partie précieuse de l'histoire d'un thème. Aussi, j'ai testé le zodiaque sidéral. Honnêtement, j'ai fait mon thème, j'ai monté mon thème, vraiment j'ai passé du temps à l'analyser sous cet angle-là, et c'est pas parlant pour moi. Je ne retrouve pas mon vécu, je ne retrouve pas les grands événements de ma vie. Pourtant on dit que le système sidéral est plus juste parce qu'il colle aux constellations réelles. Et c'est pour ça aussi que je m'y suis intéressée, parce que je suis quelqu'un, je pense, en tout cas si ça fait un certain temps que tu suis mes épopées podcastiques, ah, je pense que tu as compris que j'ai quand même un esprit assez, ouais, assez terre à terre, assez. J'aime bien expliquer les choses. 1 plus 1 égale 2. Donc, je m'y suis vraiment, vraiment intéressée. Mais je suis arrivée à la conclusion que l'astrologie est avant tout une langue symbolique. Ce n'est pas juste ce qu'il y a au-dessus de notre tête, c'est ce que ce ciel raconte à l'intérieur de nous. Et sur ce plan-là, le tropical en Placidus est, de ma fenêtre en tout cas, et de très loin, le système qui m'a donné les lectures les plus précises et les plus concrètes. Maintenant, je crois que c'est très sain d'être curieux. J'aime la curiosité. Quand on découvre en tout cas l'astrologie ou tout autre nouveau système de lecture de notre monde, je trouve que oui, c'est très sain de chercher à comprendre les différents courants, les différentes idées pour se faire justement sa propre idée. Tester différentes méthodes, comparer les lectures, chercher ce qui résonne le plus, c'est normal et c'est nécessaire. J'ai moi-même exploré énormément d'approches avant de me sentir vraiment alignée avec la mienne, hein. Vraiment beaucoup d'approches. Ah, franchement, ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière, quoi. Mais ce qu'il faut comprendre quelque part, c'est que si on a l'impression de se reconnaître dans tous les systèmes à la fois, c'est souvent parce que les lectures qu'on a reçues ou qu'on a faites soi-même
était trop globale, trop générale. Quand une analyse manque de profondeur, elle peut sembler coller à tout le monde. C'est le fameux effet Barnum des horoscopes, quoi. Quelque part, plus on creuse, plus on affine la lecture, en tenant compte vraiment des aspects, des maîtrises, des domifications, plus une logique claire finit par émerger. Et là, on voit qu'un système fonctionne mieux que les autres pour décrire factuellement ce que l'on vit. Je tiens à dire tout de même que je respecte profondément toutes les personnes qui travaillent avec d'autres systèmes. C'est-à-dire que pour moi, chacun a son outil de prédilection, celui avec lequel il se sent en connexion, et c'est très très bien ainsi. Nous n'avons pas tous les mêmes appétences, ni les mêmes façons de capter et d'interpréter l'énergie. Donc, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour toi, et vice-versa. Un autre exemple, je me suis beaucoup intéressée aussi à la numérologie, très jeune d'ailleurs, mais franchement, je suis nulle à chier pour utiliser cet outil, quoi. Si, pour l'utiliser comme ça de manière très superficielle, mais ayant été en interaction avec une excellente numérologue, je peux te dire que, pouf, elle me surpasse et me dépasse et de très loin. Je pense vraiment qu'on a toutes et tous des appétences particulières avec certains outils et même avec certaines méthodes particulières. Par exemple, moi-même, j'ai monté mon thème sidéral, je ne m'y suis pas reconnue. Peut-être que si un astrologue très pointu dans son domaine, je parle évidemment d'astrologie sidérale, me montait mon thème, probablement que je serais bluffée. Oui, je ne ferme pas la porte à cela. Mais moi, j'ai une connexion particulière avec mon propre système de lecture astrologique. Donc voilà, en conclusion, n'hésite pas à tester, mais surtout à creuser chacune des méthodes, afin, quelque part, si vraiment tu es intéressé par l'art qu'est l'astrologie, de trouver la méthode qui te correspond le plus. Et une fois que tu as trouvé le système qui te correspond le plus, qui te parle le plus, eh bien, il faut creuser, il faut expérimenter, il faut pratiquer énormément. Parce que l'astrologie, c'est comme pour tout, plus on pratique, plus on devient bon. Question suivante. Comment lire les degrés d'une maison? Alors, c'est une question qui est assez intéressante. Un thème peut donner l'impression que chaque maison redémarre à 0 degré et que les degrés se répètent de manière logique. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Pour illustrer mon propos, je vais afficher à l'écran le thème de Christelle, qui est un thème fictif sur lequel mes étudiants vont travailler dans mes formations. Si tu écoutes cet épisode en format podcast, je t'invite à aller voir la version vidéo sur YouTube, au moins pour cette partie, parce que je vais te montrer l'exemple à l'image. Alors, dans un thème astrologique, tout part du degré exact de l'ascendant, en Placidus évidemment, c'est-à-dire la cuspide, donc le début de la maison 1. Ce degré n'est pas forcément le degré 0, hein. Il peut être n'importe où dans le signe. À partir de là, le ciel est découpé selon la position réelle des maisons au moment de ta naissance, en fonction évidemment du lieu, de l'heure exacte et puis de l'orientation de la Terre par rapport au zodiaque à cet instant. C'est ce qui explique que les autres maisons ne tombent pas forcément à 0 degré, ni même à un degré rond. Parfois, elles commencent à 5 degrés, 12 degrés, 23, peu importe. Là, par exemple, sur le thème de Christelle, son ascendant est donc la cuspide de sa maison 1, débute à 2 degrés 13 du Lion. Alors parfois, oui, une maison peut effectivement commencer à 0 degré d'un signe, même en Placidus. Comme tu peux absolument le constater ici sur le thème de Christelle avec la maison 6 qui débute au degré 0 du Capricorne. Et donc parce que l'astrologie fonctionne toujours en axe, la maison 12 qui débute au degré 0 du Cancer. Mais là, par exemple, tu peux constater que dans le thème de Christelle, il y a une interception. Ici, le signe du Sagittaire ne dispose d'absolument aucune cuspide. Ça veut dire qu'aucune maison ne débute ou ne se termine dans ce signe. Et idem en face avec l'énergie du Gémeaux. Dans le système des maisons égales, en revanche, chaque maison couvre un espace identique de 30 degrés et donc toutes démarrent à un degré régulier. Mais ce n'est pas le cas en Placidus, où la répartition est irrégulière parce qu'elle reflète réellement la façon dont les maisons astrologiques se dessinaient dans le ciel au moment précis de ta naissance. Moi, j'aime bien me dire que finalement, le système Placidus est à l'image de l'être humain, parfaitement imparfait. Donc,
Pour lire les degrés d'une maison, il suffit simplement de regarder la cuspide, à savoir la porte d'entrée de la maison. C'est la ligne qui marque l'entrée de la maison. Je te la mets ici, regarde sur le thème de Christelle. Là, tu as la cuspide de l'ascendant de la maison 1. Là, tu as la cuspide du début de la maison 2. Là, ici, la cuspide du début de la maison 3. Et donc, la cuspide ici, par exemple, du début de la maison 3, qui est au 11e degré de la Vierge, eh bien, cette cuspide, cette porte d'entrée, marque aussi la fin donc de la maison 2. Et ainsi de suite, tout le long de la roue zodiacale. La maison 7, ici, débute au degré 2 du Verseau et se termine au 19e degré du Verseau. Ainsi de suite. Regarde ton thème de naissance sur n'importe quel logiciel astrologique et repère les endroits comme ça où les maisons commencent et terminent. Question suivante. Donc, cette question porte sur la nouvelle lune ou premier croissant pour poser ses intentions. Donc ça, ce sont pour les personnes évidemment qui utilisent les cycles lunaires pour poser des intentions et donc attendre certaines manifestations par la suite. En astrologie, la nouvelle lune marque le début d'un cycle lunaire, d'accord? C'est le moment où la lune et le soleil sont en conjonction exacte, alignés dans le même signe et la même maison. Cette conjonction symbolise l'union entre la conscience, donc le soleil, et l'inconscient, la lune. C'est un moment de vide, mais très fertile. C'est une transition où quelque chose de nouveau peut absolument émerger. Depuis toujours, on considère ce moment comme propice au commencement. D'un point de vue symbolique, c'est là que l'on sème une graine. Une graine a besoin d'obscurité pour germer. Rien ne pousse à la lumière du jour en plein soleil. Les graines germent dans la terre. La vie commence dans l'ombre, en profondeur, dans un lieu encore invisible. Le premier croissant, lui, survient quelques jours plus tard. C'est la première manifestation visible de la graine qui a été plantée. On peut y voir un moment d'élan, d'action, de concrétisation. Mais le geste d'intention, dans une lecture astrologique traditionnelle, prend tout son sens à la nouvelle lune, pas après. Parce que, à ce moment-là, tout est encore à écrire, tout est encore possible. Honnêtement, je ne sais pas du tout d'où vient cette histoire de poser ses intentions au premier croissant. Symboliquement, ça fait pas sens. La graine, pour germer, a besoin d'obscurité, pas de lumière. C'est dans le noir de la nouvelle lune, au moment de la conjonction de la lune et du soleil, que l'élan intérieur se forme. Néanmoins, au fond, le plus important selon moi, ce n'est pas tant le bon moment que le fait d'oser incarner quelque chose, d'oser poser un acte, en tout cas l'acte de l'intention. Et ça peut commencer à n'importe quel moment. Alors le meilleur moment, c'est quand? Bah, c'est peut-être juste quand toi tu le sens en réalité. Parce que, tu vois, moi je te parle de quelque chose de très traditionnel, de quelque chose d'ailleurs qui, pour moi, même symboliquement, fait plus sens. Mais c'est mon sens. Peut-être que toi, mon sens est à contresens pour toi, tu vois. Donc chacun fait bien comme il veut, tant que tu oses tester de nouvelles choses, que tu oses tester de poser des intentions et surtout, surtout, n'oublie pas derrière de passer à l'action et de pas juste attendre que ça te tombe dans le bec, quoi. Ça, ce serait dommage. À la limite, seulement ça serait vraiment dommage. Question suivante. Qu'est-ce qu'un thème composite et pourquoi je ne le propose pas en consultation? Alors, tout d'abord, le thème composite est un outil assez fascinant en astrologie relationnelle. C'est une carte créée à partir de deux thèmes natals. Concrètement, on prend la position de chaque planète dans un thème, puis celle de l'autre personne, et on calcule le point situé exactement à mi-chemin entre les deux. Ce point devient la position planétaire dans le thème composite. Par exemple, si ton Soleil est en Lion et celui de ton partenaire en Balance, le Soleil composite se placera exactement au milieu de ces deux positions, dans le signe et au degré qui sépare vos deux énergies. On obtient ainsi un troisième thème qui n'appartient ni à toi ni à l'autre, mais qui reflète l'énergie propre à votre lien, comme si la relation devenait un être à part entière avec sa propre carte du ciel et sa propre énergie. C'est la synergie de vos deux énergies qui va en créer finalement une troisième. Ce thème est particulièrement intéressant à analyser dans une relation amoureuse, bien sûr, mais aussi dans d'autres contextes, une amitié, une collaboration pro ou encore une relation parent-enfant.
C'est d'ailleurs souvent la raison pour laquelle moi j'encourage les gens à faire des thèmes composites. Par exemple, lorsque l'enfant arrive à l'adolescence et que ça commence à se fighter, hein, tu vois, le thème composite peut vraiment aider à comprendre où se trouvent les zones de friction. On va alors regarder, par exemple, la place de Mars ou d'Uranus dans le thème composite pour voir quelle dynamique explosive ou électrique se déclenche dans la relation. Et évidemment, à partir de là, on peut travailler sur ces énergies pour les pacifier ou en tout cas pour tendre vers un équilibre plus serein dans l'interaction. C'est vraiment ça, quelque part, l'idée du thème composite. Quand deux personnes interagissent, il y a ton énergie, celle de l'autre, et puis une troisième énergie née de la rencontre entre les deux. Cette énergie, elle est unique. Elle a ses propres forces, ses propres tensions, son propre langage. Le thème composite est la carte astrologique qui représente cette énergie-là comme, finalement, comme une identité relationnelle à part entière. Personnellement, j'aime beaucoup cet outil et je l'utilise dans ma pratique personnelle parce qu'il donne des clés très fines, vraiment, sur ce qui se joue dans une relation et sur la façon de rétablir une harmonie aussi. Je sais pas, même un conflit dans ton couple. Ça peut être hyper intéressant de rejeter un œil au thème composite pour regarder un petit peu ce qui se passe, tu vois. En revanche, non, je ne le propose pas en prestation et pour une raison très simple. Je ne souhaite pas analyser la carte de quelqu'un sans son consentement clair. Lire un thème, tu sais, c'est vraiment quelque chose de très intime et de très sensible. Et pour moi, il est essentiel que les deux personnes concernées soient vraiment volontaires pour ce type de travail, afin finalement que la démarche reste juste et très respectueuse. Le thème composite, c'est donc un outil vraiment puissant et précieux qui peut éclairer en profondeur la dynamique d'un lien, à condition d'être utilisé évidemment avec conscience et respect. Donc voilà pour mon avis sur le thème composite, un outil d'astrologie relationnelle que j'aime beaucoup. Question suivante. La nouvelle lune qui précède la naissance, donc la nouvelle lune prénatale, qu'est-ce qu'elle signifie? Alors, la nouvelle lune prénatale, c'est très simplement la dernière nouvelle lune, conjonction donc soleil-lune, qui a eu lieu avant ta naissance. C'est la phase précise où la lune était noire dans le ciel juste avant ton incarnation. En astrologie karmique, c'est un point éminemment intéressant à analyser. Moi, j'aime beaucoup. On va considérer quelque part que cette nouvelle lune reflète une intention d'âme, un élan énergétique, quelque part une teinte originelle qui a marqué ton arrivée dans cette vie. Attention, ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est plutôt l'énergie que tu es venu manifester dans cette incarnation pour atteindre ton objectif. Elle colore ton chemin de vie, elle te donne une dynamique intérieure particulière, singulière, mais elle n'est pas une destination en soi. Alors ça, pas du tout. Tu vois, le nœud nord, lui, va représenter ta direction karmique. Donc la direction que ton âme va chercher à atteindre dans cette vie. La montagne que ton âme a choisi de gravir quelque part. La nouvelle lune prénatale, quant à elle, c'est un peu comme le carburant de départ, l'impulsion que ton âme a choisie pour nourrir ton chemin vers ce nœud nord. Les deux sont liés, ils sont complémentaires, mais ils n'ont pas du tout la même fonction. Il est vraiment crucial de rappeler que une nouvelle lune prénatale ne se lie jamais, mais vraiment jamais, uniquement par son signe et sa maison. Tu vois, le dire ta nouvelle lune est en maison 5, donc ça veut dire ça. Ou alors ta nouvelle lune, elle est en poisson, ça veut dire ça. Franchement, ça n'a pas de sens. Parce que pour que ce point ait une valeur réelle, il faut évidemment analyser son signe et sa maison, mais surtout, surtout, les aspects qu'elle forme avec le reste du thème. C'est cette combinaison qui révèle la vraie empreinte énergétique laissée avant ton incarnation et donc quelque part le bagage avec lequel tu es arrivé, la manière dont elle agit encore aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas faire un épisode de podcast dédié, comment dirais-je, à cette nouvelle lune, mais sous un angle de généralité. Franchement, ce serait trop caricatural, ça me ferait mal, ça me ferait vraiment mal de faire ça. En revanche, dans une analyse karmique complète, ce point est un outil très précieux pour éclairer surtout, tu vois, des périodes où on se sent perdu, bloqué, sans direction, on ne sait plus où aller. Enfin si, on sait, on doit se diriger vers notre nord là-bas, mais là, je ne sais plus comment faire pour l'atteindre. Pour moi, il agit vraiment comme une boussole subtile
comme un rappel des énergies qu'on est venu exprimer pour avancer sur notre chemin évolutif. Pour moi, vraiment, ce point agit comme une mémoire, une petite flamme qu'on porte en soi depuis toujours. Et quand on se reconnecte à elle, on retrouve souvent une sensation d'alignement, comme si on reprenait contact avec notre élan d'âme initial. Donc voilà, point éminemment intéressant et important en astrologie karmique à analyser. Autre question. Alors, l'astrocartographie, c'est quoi? J'ai vraiment kiffé en sort cette question parce que c'est vrai que c'est un outil hyper intéressant dont on parle très peu et qui peut être vraiment utile. Alors, c'est une technique qui permet de voir sur une carte du monde, d'accord, les lieux où certaines planètes étaient les plus actives au moment de ta naissance. Autrement dit, on projette ton thème de naissance sur la surface terrestre. Ok, tu prends la planète, tu la fous à plat. Donc ton globe devient un planisphère et tu projettes ton thème natal sur le planisphère pour voir où dans le monde une planète se levait, culminait ou bien se couchait, tu vois. Mais exactement à l'instant où tu es né, hein. C'est un thème de naissance projeté sur le planisphère. Selon la planète et l'angle qu'elle touche, le lieu en question va activer en toi des dynamiques très précises. Par exemple, un endroit où Jupiter se levait peut apporter expansion et opportunité. Une région où Saturne culminait peut évoquer un lieu d'engagement très profond, mais aussi d'épreuves structurantes. Évidemment, c'est Saturne. Ce sont des lignes très puissantes. Et certaines personnes sentent réellement une différence quand elles voyagent ou déménagent dans un lieu où une planète importante pour elles est active. Alors, est-ce que c'est fiable et est-ce qu'il faut suivre cette carte? Alors, voilà ce que je peux t'en dire de façon très honnête. C'est très intéressant. Ça peut même être très bluffant, hein, mais c'est pas une carte au trésor infaillible non plus, quoi. Je vais te donner un exemple personnel. Il y a quelques années, je suis partie en vacances dans une région où, sans le savoir à l'époque, je me trouvais pile sur la ligne de ma lune. Et ce séjour a été très, très, très mouvementé émotionnellement. Franchement intense. Et en même temps, j'ai ressenti une attirance dingue pour cette région. Mais dingue, un appel. C'était vraiment difficile à expliquer. Un an plus tard, quasiment jour pour jour, j'y ai déménagé et j'y vis encore. Et depuis que je vis là, je me découvre des talents, des élans, je dirais, plutôt que je ne soupçonnais même pas. C'est très particulier, hein, mais c'est comme si quelque chose s'était réveillé en moi à cet instant. Et pour moi, la vraie richesse de l'astrocartographie, c'est que ce n'est pas un outil pour choisir objectivement un bon endroit. En fait, je pense que tu l'as compris, parce que je l'ai déjà un peu expliqué plus haut dans une autre question, mais je trouve vraiment terrifiant le fait de mener sa vie en ayant comme boussole un outil extérieur à l'être humain que tu incarnes. Moi, je trouve ça terrifiant personnellement. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose que tu dois suivre comme une recette. C'est un outil pour écouter les appels intérieurs. Ah ça oui, ceux du cœur, oui, du corps, de ton âme, et ensuite donner du sens à ce qu'on a vécu ou à ce qui s'ouvre à l'intérieur de nous. Mais mon Dieu, pas l'inverse, s'il vous plaît. Il faut cesser de remettre notre libre arbitre à l'extérieur de nous, ça c'est terrible. Parfois, un endroit peut réveiller des choses absolument inconfortables. Bordel, pars en vacances dans un endroit où Pluton est très actif, ou même, tu sais quoi, où ta Vénus natale est suractivée à un instant donné de ta vie, et peut-être que ce sera un moment extrêmement inconfortable pour toi. Mais c'est justement là qu'on va puiser dans les ressources profondes. Et parfois, une région nous appelle sans qu'on comprenne pourquoi, mais elle nous relie à quelque chose de fondamental. Et pourtant, sur le papier, elle nous relie à quelque chose qui sera hautement challengeant intérieurement. Donc oui, l'astrocartographie peut enrichir notre regard sur le monde et sur nous-mêmes, parce que c'est ce qui, moi en tout cas, m'intéresse, mais elle ne remplacera jamais ton intuition, ton désir, ton appel spontané. Voilà, le meilleur outil reste toujours ton ressenti intérieur. Autre question que j'ai trouvée trop choupie, mais vraiment adorable, et en plus... la personne qui me l'a posée m'a dit que c'était une question bête, mais moi je ne trouve pas du tout. Et de toute manière, il n'y a absolument jamais, au grand jamais, de question bête. Jamais. Est-ce que la Terre rétrograde aussi? Je trouve au contraire cette question très maligne parce qu'elle touche à la base de notre système astrologique. Alors en astrologie, on considère toujours que la Terre est au centre du thème. C'est ce qu'on appelle une vision géocentrique. Tu vois, par exemple,
Si on avait une vision héliocentrique, on mettrait le soleil au centre. Nous, c'est géocentrique. Voilà, nous sommes très égocentriques. Donc Gaïa est au centre. Aussi, puisque nous sommes physiquement sur la Terre, puisque c'est depuis elle qu'on observe, on ne peut pas la voir rétrogradée. Donc on ne regarde pas la Terre elle-même, puisque c'est depuis elle qu'on observe le mouvement des autres planètes. Et c'est justement ce point d'observation qui donne l'illusion que certaines planètes reculent, alors qu'en réalité, vous savez, elles ne rétrogradent pas dans l'espace. Elles semblent juste le faire depuis notre point de vue terrestre, à cause de la différence de vitesse entre leur orbite et celle de la Terre. Donc non, la Terre ne rétrograde pas en astrologie, parce qu'elle est notre point fixe de référence. C'est un peu comme si tu étais dans un train, voilà, et que tu voyais un autre train sur la voie d'à côté ralentir, puis repartir en arrière. Il bouge pas vraiment à reculons, d'accord? C'est juste ton mouvement à toi qui a créé cette impression. Lorsque tu regardes ton thème natal, c'est toi sur la Terre que tu regardes. C'est la planète. Donc voilà, la Terre ne rétrograde pas parce que on regarde le ciel depuis elle. Et oui, la Terre est notre maman à tous. Elle est notre mère à tous. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant de réaliser cette FAQ. J'espère que ça t'a plu. J'espère que j'ai été pédagogue. J'espère vraiment que ça t'a intéressé et surtout que tu as appris des choses. Aussi, sincèrement, j'espère que j'ai été douce, au plus en tout cas de ce que je pouvais l'être aujourd'hui. J'ai des énergies très intenses en ce moment, qui me challenge beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire au mieux. J'espère, oui, avoir été la plus douce possible en tout cas, afin de pouvoir transmettre avec une forme adéquate mes connaissances. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, n'hésite pas à me poser d'autres questions d'ailleurs que je pourrais intégrer à la prochaine FAQ qui va arriver assez vite parce que je compte boucler les FAQ là pendant l'été. J'ai de grosses vidéos qui arrivent pour vous à partir de alors septembre, peut-être pas, ça va être le lancement de mes formations, je sais pas si j'aurai le temps de les lancer en même temps. Là clairement, j'ai le cerveau, j'ai l'impression d'être une momie à laquelle on a touillé le cerveau pour lui faire ressortir par le nez. Je suis éclatée. Vraiment, créer des formations, c'est du lourd, en termes d'énergie, en termes de fatigue accumulée, etc. Et en même temps, je suis trop heureuse d'accomplir ce que je suis en train d'accomplir en ce moment. En tout cas, j'ai de grosses vidéos qui arrivent, de nouveaux podcasts. Il y en aura une fois par semaine comme d'habitude, enfin 7-10 jours. Tu commences à être habitué, je pense, entre chaque épisode. Mais je vous prépare une série de podcasts, là, de vidéos incroyables sur Pluton pour la période d'Halloween et la saison du Scorpion. J'espère réussir à m'octroyer le temps nécessaire afin de matérialiser ce que j'ai en tête parce que vraiment, j'espère sincèrement que je vais y arriver. Pourquoi je digresse comme ça? Quand je dis que j'ai le cerveau en charpie en ce moment, c'est pas pour mentir. En tout cas, si tu as d'autres questions, oui, voilà, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je pourrai les intégrer dans la prochaine FAQ qui arrivera avant la fin de l'été. Tu peux t'abonner aussi à ma liste de diffusion, ma newsletter. Pour l'instant, j'en vois rien. Mais bon, je peux pas être sur tous les fronts. En tout cas, le lien est dans la barre de description de l'épisode, n'hésite pas. Aussi, lorsque des nouveautés arriveront, ce sera par ce biais-là. Donc je pense que tu pourras être très heureux de faire partie des premiers à être mis au courant parce que je prépare clairement des surprises exclusives pour les personnes qui auront mis de l'énergie dans cette action finalement de me confier leur adresse mail personnelle. C'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Et surtout, le plus important, comme toujours, prends grand soin de toi.